Alors en fait, le cours que nous allons faire aujourd'hui, c'est un cours qui concerne toujours les systèmes distribués. Et principalement, on va s'intéresser à la technologie gRPC. Je vous rappelle que jusqu'à présent, nous avons travaillé pas mal de choses concernant d'abord les web services basés sur le protocole SOAP, les web services basés sur RESTful. Également, on a vu l'approche microservices, notamment avec l'écosystème Spring Boot, Spring Cloud. Alors par la suite, on a vu les systèmes distribués pilotés par les événements, notamment avec la spécification GMS et Kafka, avec des activités pratiques là-dessus. Et vous voyez les systèmes distribués, il y a pas mal de technologies qu'il faut connaître. Et justement, parmi les technologies, il y a aussi gRPC. J'avais déjà l'occasion d'en parler en partie, mais ça serait l'occasion un petit peu de détailler cette partie-là. Alors pour vous parler de gRPC, en fait le G, ce que vous voyez là, c'est Google. C'est une technologie qui est créée par Google. Bon, RPC, c'est Remote Procedure Call, on va dire, c'est quelque chose de très ancien, parce qu'en fait l'évolution des systèmes distribués, des middleware notamment, ils ont évolué à travers le temps. Mais parfois, on a l'impression qu'à chaque fois, on essaie d'améliorer. En fait, c'est pas qu'on a l'impression, c'est qu'à chaque fois, on améliore les choses. Mais en même temps, parfois, on revient vers les bases. Justement, c'est ce que nous allons voir avec gRPC. Juste si on essaie de voir un petit peu un petit historique sur les architectures distribuées, client-serveur d'une manière générale. Donc, on peut dire que, en fait, depuis 1976, on savait déjà créer des applications distribuées, notamment en utilisant la technologie RPC, justement. Alors, RPC, ça veut dire Remote Procedure Call. Donc, c'est un mécanisme qui permet de faire appel à des méthodes à distance. C'est-à-dire, vous implémentez une fonction, à l'époque, c'était de la programmation structurée, pas forcément de l'orienté objet. On implémente une fonction qu'on va déployer dans un système, dans une machine. Et après, par la suite, à partir d'une autre machine, on peut faire ce qu'on appelle des appels à distance à ces fonctions, à ces procédures. Bon, c'était l'époque de RPC. Donc ça, c'est la base. Après, par la suite, avec bien sûr l'évolution des technologies, il y a d'abord en 1991, il y a le standard CORBA, Common Object Request Broker Architecture. Donc ça c'est ORB, si vous voulez, en fait c'est la technologie, on va dire, c'est les standards des systèmes distribués. C'est c'est comme ça que les systèmes distribués étaient développés. Donc CORBA, je vous rappelle, c'est une technologie c'est un middleware, ou bien c'est une technologie qui permet de créer des systèmes répartis, c'est-à-dire qui permet de créer des applications qui peuvent communiquer d'une manière distribuée, indépendamment du langage d'implémentation et indépendamment des plateformes. Ce qui fait qu'à l'époque, le seul moyen pour faire communiquer des applications distribuées multilangage et multiplateformes, c'était d'utiliser CORBA. Donc CORBA, c'est le standard vraiment des systèmes distribués. Il y a toujours des systèmes, notamment dans des entreprises financières, des banques, des assurances ou d'autres systèmes d'information qui utilisent encore CORBA, parce que c'est une ancienne technologie qui était utilisée à l'époque pour automatiser l'échange de données entre les systèmes d'information, c'est-à-dire pour créer les systèmes distribués. Alors bien sûr, CORBA, c'est un standard qui permet de créer des objets distribués, répartis. C'est-à-dire avec CORBA, un objet Java qui se trouve dans une application peut faire appel aux méthodes d'un objet C++ dans une autre machine ou un autre langage, peu importe. Après, par la suite, il y a la technologie Microsoft notamment, qui est dédiée notamment au système Windows, avait créé une technologie qui s'appelle DCOM, Distributed Component Object Model.
qui était également utilisé, donc c'était en 1996. Juste après, il y a Java qui a créé dans sa version 1.1 de Java, qui a créé donc RMI, donc Remote Method Invocation, bon, qui faisait partie de Java. Donc c'est-à-dire qu'avec RMI, on peut également créer des applications distribuées. C'est-à-dire avec RMI, un objet Java qui se trouve dans une machine peut faire appel aux méthodes d'un autre objet Java qui se trouve dans une autre machine. Et après, sauf que RMI, il était créé principalement pour les applications distribuées Java. C'est-à-dire, vous avez des objets dans des différentes machines virtuelles Java qui peuvent communiquer d'une manière transparente, c'est-à-dire d'une manière très simple. Alors bien sûr, en fait, pour l'échange de données, je rappelle juste qu'en fait, avec Corba, plutôt avec RMI, l'échange des données se base sur la sérialisation binaire Java. C'est-à-dire c'est un objet, il est sérialisé en format binaire Java, et de l'autre côté, on va le désérialiser, on récupère les données. Donc, c'est-à-dire les données échangées, c'est des données binaires sérialisées, notamment c'est de la sérialisation Java. Donc, ce qui fait que avec RMI, en fait, c'est fait pour faire communiquer des applications Java. C'est-à-dire, je ne peux pas désérialiser un objet Java qui est en binaire dans une application qui n'est pas Java. Donc, ça, c'est un peu la particularité de RMI. Alors que Corba, c'était plus, donc ça on pouvait le faire, c'est-à-dire c'est de la sérialisation binaire, c'est un format binaire qui est échangé, les données qui sont échangées, c'est un format particulier de Corba, mais avec un système, un protocole qui permet de sérialiser des données dans un langage et les désérialiser dans un autre langage. Bon, à l'époque, il n'y avait pas XML, il n'y avait pas JSON, il n'y avait pas tout ça. Alors après, bien sûr, donc le protocole HTTP également évolue, donc avec sa version 1.1 en 1997. Bon, le protocole HTTP, c'est connu parce que tout le web utilisait le protocole HTTP. À partir de HTTP 1.1, donc il y a des nouvelles technologies qui ont été créées, notamment il y a la technologie XML qui a été créée en 1998. Vous voyez, donc ça fait très longtemps. Bon, XML, c'est un format, Extensive Markup Language. Bon, c'est un format qui permet d'échanger des données entre les systèmes d'information. Donc, c'est un format texte, c'est du texte, mais qui permet d'échanger des données entre les applications distribuées, c'est-à-dire entre les systèmes d'information. Bon, ça veut dire que dans une application, je peux convertir, je peux sérialiser les données des objets en format XML. Et dans une autre application qui peut être développée avec un autre langage, on peut les désérialiser, on peut lire ces données-là. Donc, XML a été créé, donc c'est pour créer un langage universel, standard. C'est pour échanger les données entre les systèmes distribués ou bien les systèmes d'information distribués. Bon, ce qui fait que du moment que XML est développé, parce que XML c'est une technologie, derrière XML il y a beaucoup de choses, il y a les schémas XML, il y a les DTD, il y a XSL, il y a XPath, XQuery, il y a plein de choses, donc c'est tout un écosystème. Donc à partir de là, donc, il y a des nouvelles, c'est-à-dire de nouveaux middleware, de nouvelles technologies qui ont été créées et qui permettaient de créer des systèmes distribués en utilisant XML. Justement, c'est comme si on fait un retour à RPC. On va utiliser RPC, sauf que au lieu d'échanger des données au format binaire, on va échanger des données en format texte, mais au format XML. Comme ça, donc XML RPC, c'est en fait en 1998. Donc il était utilisé, c'est pour mettre en place les premiers web services, en fait, en réalité. C'est-à-dire les premiers web services qui étaient créés à l'époque, c'était à base de XML RPC. Juste après, il y a carrément la création du protocole SOAP, que vous connaissez, notamment SOAP WSDL. Bon, SOAP, c'est un protocole Simple Object Access Protocol, c'est un protocole qui permet d'échanger des messages au format XML, c'est-à-dire que SOAP utilise forcément XML. Donc c'est un protocole qui permet d'échanger c'est-à-dire des messages XML entre les applications distribuées. Donc ce qui a donné naissance donc, en fait, à l'écosystème du web service basé sur SOAP WSDL. Et ce qui fait que les web services basés sur SOAP, ils vont commencer à prendre en quelque sorte la place à Corba, parce qu'en fait à l'époque jusque-là, avant les web services, c'est que le seul moyen qui était pratiquement
utilisé pour créer des systèmes distribués multilangages et multiplateformes, c'était d'utiliser Corva. Mais à partir on va dire de 1999, notamment avec le protocole SOAP, ben, on peut faire la même chose. Donc avec SOAP, on peut créer des web services, c'est-à-dire on peut créer une application qui se trouve développée avec un langage qui se trouve dans une machine, peut communiquer avec une autre application qui se trouve qui est développée avec un autre langage dans une autre machine. Donc, c'est-à-dire faire communiquer les systèmes distribués multilangages et multiplateformes. Bon, c'est la notion du web service que vous connaissez. Alors bien sûr, XML, donc c'est un format qui est utilisé dans SOAP, forcément. Et après, XML, il avait ses avantages, mais également il a ses inconvénients. Principalement, c'est le volume, c'est-à-dire les données XML. XML, il est verbeux, il est bavard. Ça occupe beaucoup d'espace. C'est-à-dire pour transmettre des messages au format XML, bon, c'est du texte et ça prend beaucoup d'espace. Et en même temps, pour parser un document XML, les parseurs XML, donc généralement, c'est-à-dire ça prend un peu de temps pour pour charger un document XML en mémoire et pour serialiser également un document XML. Donc, c'est-à-dire, mais à l'époque, c'était la solution idéale. C'était pratiquement, ça marche très bien. D'ailleurs, ça marche encore. Il y a beaucoup de web services qui sont utilisés dans des systèmes distribués qui sont basés sur le protocole SOAP. Bon, après, à partir de 2000, il y a justement les web services RESTful, donc que vous connaissez. Bon, l'idée de RESTful, donc je vous rappelle, c'est d'éviter carrément d'utiliser XML, c'est-à-dire de ne pas obliger l'utilisation de XML. Avec RESTful, on va tout simplement utiliser HTTP. Avec HTTP, on peut faire communiquer les systèmes distribués sans être obligé d'utiliser le protocole SOAP, parce qu'en fait le protocole SOAP oblige d'échanger des messages forcément au format XML. Alors qu'avec REST, on peut échanger les données en différents formats, et particulièrement le format JSON, c'est le format le plus utilisé, qui était un format qui est beaucoup plus léger par rapport à XML. Donc ce qui fait que avec REST, on a le choix. C'est-à-dire, je peux faire du REST avec XML, je peux utiliser REST avec JSON, je peux utiliser d'autres formats de données. Mais REST, il est basé sur le protocole HTTP 1.1. Donc, c'est-à-dire, utiliser le protocole HTTP 1.1 particulièrement, c'est pour invoquer des méthodes des web services. C'est ce que vous appelez les web services RESTful, ou bien c'est les REST API si vous voulez. Et après, bon, généralement, les données échangées, donc c'est des données au format, dans la majorité des cas, c'est le format JSON. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, donc, dans la majorité des cas, on va plutôt exposer les services distants en utilisant donc REST. Il est préféré par rapport à SOAP, tout simplement parce que REST c'est beaucoup plus léger. Ça ne nécessite pas forcément de passer via la technologie XML. Bon, donc je vous rappelle que REST, donc c'est Representational State Transfer, donc c'est une norme, c'est pas un protocole, c'est une norme qui a tout simplement introduit un certain nombre de règles de base. Dans le protocole HTTP, c'est des normes, il y a 5 règles. Rappelez-vous, donc la manière d'écrire les IURI doit respecter une norme. Vous avez donc les méthodes du protocole HTTP comme identifiant des opérations. Et du coup, donc avec GET, on va consulter, avec POST, on va ajouter, avec PUT, on va faire la mise à jour, et avec DELETE, on va supprimer. Et après, il y a également donc c'est-à-dire la réponse HTTP comme représentation de la ressource. Donc, ce qui fait que quand un client REST envoie une requête vers le web service RESTful, il y a des headers qui sont utilisés, notamment accept. Bon, quand vous envoyez une requête avec le header accept égale application XML, ben, ça veut dire que vous demandez au web service de vous donner le résultat au format XML. Ben, si vous lui dites accept JSON, ça veut dire que vous lui demandez de vous fournir le résultat en format JSON. Donc, ce qui fait que en fait, il y a une règle qui fait qu'avec le header accept, le client HTTP, ben, l'application qui va consommer le web service, a la possibilité de spécifier quel format. Mais généralement,
Dans la majorité des cas, c'est du JSON qui est utilisé. Mais l'empêche, on peut utiliser XML donc, sans problème. Dans des situations particulières, si c'est nécessaire, donc on peut le faire. Bon, alors après, il y a pratiquement de 2000, vous voyez donc les choses, c'était en 2000, et en 2000 jusqu'à 2011, c'est quasiment, donc c'est les web services SOAP, REST, hein, SOAP, REST qui sont devenus la technologie pour créer les systèmes distribués. C'est pour en fait exposer des services distants. Donc on a recours à SOAP, REST. Donc ce qui fait que quand même c'est presque une dizaine d'années où les web services étaient en fait la solution qui est quasiment adoptée par tout le monde. Et du coup donc Corba, RMI. Bon, RMI il est utilisé uniquement pour les applications Java. Corba carrément il a laissé la place au web service parce qu'on ne voyait pas c'est-à-dire l'intérêt à l'époque. Mais on savait quand même que en fait, on savait qu'il y a des limites, c'est-à-dire il y a des contraintes, il y a des inconvénients qui sont liés au web service, ce qui fait que on cherche toujours des améliorations, notamment c'est pour les systèmes réactifs. Parce qu'en fait, le protocole HTTP, c'est un protocole qui est HTTP 1. C'est un protocole qui fonctionne en half duplex. Ça veut dire que avec le protocole HTTP 1, c'est toujours le client qui demande, qui envoie la requête vers le serveur, et suite à une demande, le serveur vous envoie une réponse. Mais avec HTTP 1.1, le serveur n'a aucun moyen pour contacter le client lui-même, c'est-à-dire que l'inverse ne peut pas se faire. C'est-à-dire, supposons que le serveur reçoit des données dans des applications comme par exemple le chat, par exemple, parce que quand vous êtes dans une application de messagerie, par exemple, instantanée du chat, c'est quand vous ouvrez votre application, dès qu'il y a un message qui arrive, vous devrez le voir. Bon, avec HTTP 1.1, on ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce que donc HTTP 1.1, le client se connecte, il envoie la requête et il attend les données, les réponses. Une fois qu'il reçoit les réponses, et après il est déconnecté. Donc ça veut dire que si le serveur reçoit des données après, il n'a aucun moyen pour les pousser vers le client. Donc c'est-à-dire les applications web, il n'y avait pas de moyen pour créer des applications web réactives, c'est-à-dire qui communiquent dans les deux sens. Alors c'est la raison pour laquelle donc en 2011 donc il y a la création du WebSocket, protocole WebSocket, qui justement qui permet aux applications web d'établir des connexions permanentes entre les applications clientes et le serveur. Donc avec WebSocket, ce qu'on faisait, c'est qu'on utilise HTTP, c'est pour envoyer la requête vers le serveur pour récupérer une page HTML. Une fois qu'on récupère la page HTML, à partir de la page HTML, on va utiliser du JavaScript. C'est pour établir une connexion vers le serveur en utilisant du JavaScript, notamment en utilisant le protocole WebSocket. Et cette connexion, elle est permanente. C'est-à-dire, elle est permanente et n'est jamais fermée dans l'application. Et du coup, donc, avec ces WebSockets, le client peut à n'importe quel moment donné envoyer des données vers le serveur, et le serveur également peut envoyer des données vers le client à n'importe quel moment donné. Donc, c'est-à-dire, c'est une communication full duplex, c'est-à-dire qui se fait dans les deux sens. Alors, il y a également une évolution, notamment du web service RESTful qui a été créé par Facebook, notamment, avec GraphQL. Ça, c'est connu par GraphQL, Graph Query Language. Alors, en fait, pourquoi GraphQL? Parce que ça, c'est quelque chose à connaître. Donc, j'aurai l'occasion dans ces cours de vous faire en fait, quelques démonstrations pour vous montrer en quelque sorte la différence entre REST et GraphQL. En fait, juste pour vous expliquer le principe, c'est que REST, en fait, le problème qui se pose souvent, d'ailleurs, que vous avez constaté, c'est que supposons que vous avez une ressource, par exemple, vous avez en fait une ressource, une classe, vous gérez par exemple des produits, ok? Et après, supposons que la classe produit contient par exemple 50 attributs dans la classe produit, et avec REST, quand vous demandez de consulter un produit, ben le produit, tous les attributs du produit sont sérialisés en format JSON.
Donc ça veut dire que le client, quand il demande un produit, il reçoit tous les attributs, c'est-à-dire d'un produit. Et illico, donc même s'il n'en a pas besoin. Alors ce qui fait que les applications front-end, généralement, les applications clientes, parfois elles reçoivent beaucoup de données en format JSON qu'ils ne vont pas utiliser. Par exemple, dans une application mobile, je n'ai pas forcément besoin de tous les attributs, j'ai besoin juste du nom du produit, de son prix, et par exemple de son stock ou je ne sais pas quoi. Donc avec REST, quand je consulte un produit, je n'ai pas un moyen, avec REST, on n'a pas un moyen pour permettre au client, dans sa requête, de demander quels sont les attributs qu'il veut. Donc quand il demande un produit, on va lui envoyer tous les attributs du produit. Alors pire encore, c'est que si par exemple côté backend, c'est un produit, il est lié à une catégorie, c'est-à-dire vous avez la relation entre produit et catégorie. Donc quand on va sérialiser en format JSON, donc on va envoyer le produit plus la catégorie du produit. Et après, c'est encore produit lié à des fournisseurs, donc on peut ramener le produit avec son fournisseur. Et c'est parfois, si vous avez des associations bidirectionnelles, c'est encore pire, puisque après, à partir de produits, on va mettre les informations sur la catégorie. Et dans catégorie, vous avez la liste des produits. Donc, c'est-à-dire vous allez tomber dans des boucles infinies, donc la sérialisation de JSON. Donc, ce qui vous pousse souvent à faire appel à des solutions, notamment créer les DTO pour séparer les entités persistantes avec les données dont on a besoin au niveau de la partie UI, notamment de la partie Web Services. Et donc, bon, c'est-à-dire il y a des solutions qu'on utilise pour régler ces petits problèmes. C'est-à-dire, mais ça reste toujours un web service. Quand vous lui demandez de vous fournir une ressource, ben, il vous donne tous les attributs de la ressource. Alors justement, c'est pour cela que GraphQL, Facebook avait pensé à une solution, c'est de dire on va faire la même chose avec REST, sauf que dans la requête HTTP, on va donner le moyen à l'application cliente de préciser la liste des attributs qu'il veut. C'est-à-dire, moi je demande un produit et dans ma demande, je veux juste le nom et le prix. Il y a un autre qui demande la même méthode du web service pour consulter le produit et il va demander le nom, le prix, le stock, et le nom de la catégorie, etc. Et le nom du fournisseur. Donc, vous voyez, donc avec GraphQL, il y a ce moyen. Donc ce qui fait que c'est plus optimisé que REST. Pourquoi? Parce qu'avec REST, c'est vrai que GraphQL utilise toujours JSON, c'est-à-dire c'est les données échangées, c'est au niveau de c'est-à-dire le serveur envoie toujours des résultats au format JSON suivant dans la réponse HTTP. Mais avec GraphQL, en fait, quand j'envoie la requête, ben, j'ai le moyen de préciser quels sont les attributs qui m'intéressent. Donc, et du coup, voilà, vous recevez côté application que les attributs, les informations dont vous avez besoin. Donc, ça veut dire en termes d'optimisation, c'est plus intéressant. Alors, et les choses ne sont pas terminées à ce niveau-là. Donc, vous avez GraphQL, qui en fait qui est très utilisé dans les applications web. Il y a beaucoup qui utilisent GraphQL au lieu de REST. Donc, au lieu de créer des web services RESTful, ça va être des web services de type GraphQL. Mais après, il y a quelque chose qui s'est passé en 2015. C'est la création du protocole HTTP2. Et là, ça va changer beaucoup de choses. Donc HTTP2, c'est un protocole, carrément c'est une refonte complètement du protocole HTTP 1.1. HTTP2, ben, c'est un protocole d'abord c'est-à-dire qui va fonctionner en full duplex, c'est-à-dire qui va se baser sur des connexions permanentes. En fait, une application qui utilise HTTP2, il se connecte vers le serveur. Une fois qu'il se connecte, bah, c'est comme si vous appelez quelqu'un quand il raccroche, quand vous avez la personne. Bah, après, ça y est, donc vous commencez, vous raccrochez pas. Donc, c'est-à-dire, vous faites la communication jusqu'à ce que le client décide de quitter son application.
Donc, c'est-à-dire avec HTTP2, c'est pas comme HTTP1, parce que HTTP1, à chaque fois que vous envoyez une requête, on établit une connexion, on attend les données, les réponses. Une fois qu'on a la réponse, on se déconnecte, c'est-à-dire on raccroche. Et si je veux encore demander une autre ressource, vous reprenez, vous établissez une connexion, c'est des sockets, on se connecte, on envoie la requête, je reçois les réponses et après ça raccroche. Donc ça c'est HTTP 1.1, mais avec le protocole HTTP2, lui donc il va utiliser donc des connexions permanentes. Donc l'application quand il se connecte vers le serveur, il crée une seule socket, il se connecte et après cette connexion reste permanente. Et du coup donc le client peut contacter à n'importe quel moment donné le serveur et le serveur peut contacter le client, c'est-à-dire l'échange est bidirectionnel. Donc ce qui fait qu'avec HTTP2 par exemple, je peux créer des applications de chat sans être obligé de passer via les WebSockets. Donc ça c'est faisable. Alors la deuxième particularité de HTTP2, c'est que l'échange des données, les données échangées, c'est des données au format binaire. C'est-à-dire, contrairement à HTTP1, c'est que les requêtes HTTP, les réponses HTTP, c'est du texte. Et le texte, c'est volumineux, ça prend de l'espace. Alors que dans HTTP2, les données échangées, c'est des données binaires qui vont être échangées. Donc ça veut dire que c'est plus optimisé en termes de bande passante, en termes de quantité de données échangées. Alors ça c'est voilà. À partir de là, donc il y a Google justement, donc qui va exploiter HTTP2. C'est pour créer un nouveau standard des systèmes distribués. Ben justement, c'est ce qu'il a appelé donc gRPC, Google RPC. En fait, l'idée principale de gRPC, c'est d'utiliser le protocole HTTP2. Donc, l'idée principale de gRPC, c'est quoi? C'est comme si, en fait, Google, une façon pour les gens qui ont travaillé avec Corba, donc en quelque sorte, c'est un retour vers Corba. C'est un peu un retour en quelque sorte, parce que Corba, il y avait quand même, c'est le standard des systèmes distribués, et il faisait quelque chose de très bien. À l'époque, c'est justement les données échangées entre les applications, c'est des données au format binaire. C'est des systèmes réactifs, c'est des connexions permanentes, etc. Mais c'est un middleware qui était lourd. Donc, ce qui a fait qu'il a laissé sa place au web service, etc. Donc, avec gRPC, si vous voulez, on va faire la même chose à peu près comme Corba, sauf qu'en utilisant d'abord le protocole HTTP2, parce que là, on va se baser sur le protocole HTTP2 qui est un protocole qui est, on va dire, c'est-à-dire qui est basé sur des connexions permanentes, c'est-à-dire qui est bidirectionnel en termes de communication. Et en même temps, les données échangées, c'est des données au format binaire. Et c'est pour échanger des données entre les applications. Alors, sauf que ces données-là, entre les applications, on ne va pas utiliser XML parce que c'est trop lourd. On ne va pas utiliser JSON parce que c'est du texte, c'est lourd. Mais on va utiliser un protocole qui est développé par Google qui s'appelle protocole Buffer. C'est protobuf. Protocole Buffer, donc c'est un protocole dont je vais vous parler tout à l'heure et qui est plus optimisé que XML, qui est plus optimisé que notamment JSON et qui permet d'échanger des messages entre les applications distribuées au format binaire. Alors c'est ce que nous allons voir. Donc voilà, donc ça c'est, si vous voulez, vous avez un petit historique donc pour quelqu'un qui va un petit peu faire, c'est-à-dire des cours sur les systèmes distribués, il est toujours important un petit peu d'avoir ce panorama, c'est-à-dire cette évolution. Ok. Alors maintenant, donc le cours qu'on va faire, donc ça concerne justement le gRPC. Alors gRPC, c'est quoi? D'abord c'est un framework qui permet d'exposer des fonctionnalités, c'est-à-dire des services distants, permettre de créer soi-disant un web service, un service distant, dont les méthodes peuvent être invoquées à distance, c'est-à-dire on peut les appeler à distance, comme le cas de REST, de SOAP, de Corba, de RMI, c'est la même chose. Sauf que l'appel se fait via le protocole HTTP2. Donc on va bénéficier c'est-à-dire des avantages de HTTP2. Donc c'est le même
en fait, au même titre que ses prédécesseurs, comme RPC, Corba, RMI, SOAP, REST, GraphQL, ça, on le fait déjà avec ça. Donc, si vous voulez, gRPC, il est plus proche de Corba. Donc, ça, c'est un retour vers Corba. Sauf que, bah, on va essayer donc d'utiliser deux évolutions importantes. La première, c'est HTTP2, c'est un peu universel, standard, c'est quasiment implémenté, reconnu par toutes les technologies, tous les langages, etc. Et après, pour protocole buffer, c'est un protocole qui permet d'échanger des messages en format binaire, mais qui est optimisé. Alors justement, il utilise ce protocole-là, protobuf ou bien protocol buffers, comme mécanisme de sérialisation qui est privilégié, qui a été développé par Google et qui est beaucoup plus performante, qui est une alternative en fait, au format notamment JSON, XML, également IDL. Bon, IDL c'est Interface Description Language. C'est en fait c'est un format avec lequel on décrit les interfaces dans l'écosystème de Corba. Donc à l'époque, Corba il utilise IDL. Donc ça c'est un format un petit peu particulier qui est lié à la technologie Corba. Alors donc il va bénéficier donc des performances d'abord du protocole HTTP2 comme je disais. Donc il va bénéficier donc des avantages de HTTP2, à savoir d'abord la communication bidirectionnelle. Donc vous avez une communication full duplex entre le client et le serveur. Donc, ce qui permet de créer des applications distribuées réactives. Donc la notion de réactif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a un événement qui se produit chez le serveur, ben, le client peut être informé. Et quand il y a un événement qui se produit côté client, bon, le serveur peut être informé, ça veut dire que la communication peut se faire dans les deux directions. C'est-à-dire créer des systèmes distribués réactifs. Alors, l'autre avantage, c'est qu'il y a une connexion permanente pour toute la conversation. Donc une seule connexion entre le client et le serveur. Et après, par la suite, avec la même connexion, plusieurs requêtes peuvent être envoyées simultanément. Alors donc, contrairement à HTTP 1.1, c'est que quand j'ouvre une connexion, je ne peux pas envoyer plusieurs requêtes en même temps. Donc j'envoie une seule requête, j'attends la réponse avant d'envoyer une autre requête. Alors sauf qu'avec HTTP2, une fois que la connexion est établie, il y a le moyen d'envoyer plusieurs requêtes en parallèle. Donc c'est-à-dire en termes de performance, c'est beaucoup plus intéressant. Donc il y a l'optimisation du contenu échangé parce que HTTP2, il échange des données compressées et après encodées en format binaire. Donc ça c'est important également. Et après, donc, il y a les clients et les serveurs peuvent transmettre des données en continu. C'est-à-dire on peut envoyer des streams de données. Parfois dans les systèmes, par exemple, qui ont besoin de faire le streaming, donc envoyer des données en continu, donc ça c'est très bénéfique. Donc d'utiliser une seule connexion, c'est pour échanger des flux de données. D'ailleurs, c'est ce que nous allons voir, faire du streaming. Alors en fait, les modèles de communication, avec gRPC, donc en fait, il y a 4 modèles. Donc 4 modèles principaux que vous pouvez mettre en place. D'ailleurs, dans des activités pratiques, on va voir ces modèles. Donc il y a d'abord ce qu'on appelle Unary Model. Alors le modèle Unary, c'est quoi? C'est en fait le classique. C'est que vous avez un client qui envoie une requête vers le serveur, une requête, single request. Le serveur, il va faire le traitement et après, il va donner un single response, c'est-à-dire il envoie une réponse. Donc j'envoie une requête et je reçois une réponse. Donc ça c'est le classique, c'est ce qu'on utilise dans la majorité des applications. Alors après il y a Server Streaming Model. Alors c'est quoi le principe? Le principe c'est que le client envoie une requête vers le serveur. Une fois que le serveur reçoit une requête, ben, il va envoyer un stream de données. C'est-à-dire il va envoyer plusieurs réponses, c'est-à-dire plusieurs informations, plusieurs données. Comme si par exemple vous demandez au serveur je veux ça, et après il commence à vous envoyer, c'est-à-dire un stream, c'est du streaming, il vous envoie un flux de données, et ce flux-là, donc jusqu'à ce que les données se terminent, et après on ferme la conversation. Donc ça c'est le streaming côté serveur.
Alors, il y a également des applications dans lesquelles on utilise du client streaming model, c'est-à-dire le client envoie un ensemble de requêtes multiples, c'est-à-dire un stream de données. Donc, vous envoyez, c'est-à-dire c'est comme si c'est comme si par exemple votre application, c'est par exemple une application qui possède des capteurs, et chaque seconde vous envoyez des informations. Vous commencez à pousser des informations, chaque seconde vous envoyez des informations vers le serveur. Le serveur, une fois qu'il reçoit toutes les données dont il a besoin, il fait ses calculs et il vous donne la réponse. C'est-à-dire c'est une manière d'envoyer un stream de données au serveur, et le serveur va faire un traitement de l'ensemble du stream et il vous donne une réponse. Et après, il y a Bidirectional Streaming Model, c'est-à-dire si le streaming se fait dans les deux côtés. C'est-à-dire le client, quand la conversation est ouverte, c'est-à-dire quand la connexion est ouverte, le client envoie un stream de données, il y a du streaming côté client, et au fur et à mesure que le serveur reçoit des données, il donne également un stream de réponse. Donc, c'est-à-dire cette fois-ci, vous avez un flux de données en permanence dans les deux côtés. Donc, le serveur ne va pas attendre jusqu'à ce que toutes les données arrivent pour déclencher son traitement. Au fur et à mesure qu'il reçoit, il répond. Donc ça, il y a des applications dans lesquelles on a besoin du 4 modèles. Donc c'est ce que nous allons voir tout à l'heure, donc notamment avec quelques exemples. Voilà, alors c'est comme si vous voyez donc la notion de réactif, on le retrouve là où vous avez du streaming, donc c'est des trucs réactifs, c'est-à-dire là, le serveur peut contacter à n'importe quel moment donné le client. À ce niveau-là, le client peut contacter à n'importe quel moment donné le serveur. Et là, donc, c'est bidirectionnel, c'est-à-dire dans le sens où on envoie du streaming côté client et vous avez du streaming côté serveur. Mais quels que soient les cas, vous avez une connexion permanente. Et après, ici, donc, c'est le protocole HTTP2 qui est utilisé. Alors, avant de vous parler comment en fait implémenter les applications basées sur gRPC, donc un petit mot d'abord sur protocole buffer. Le protocole buffer, c'est protobuf si vous voulez. C'est un format de sérialisation avec un langage de description qui est développé par Google. En quelque sorte, le langage de description, on va voir, un langage de description des interfaces, soi-disant des données qui vont être échangées. C'est quelque chose qu'on connaissait déjà à l'époque dans Corba, c'est l'IDL, parce qu'en fait, dans Corba, on utilisait l'IDL pour décrire les interfaces d'un service. En fait, la même chose avec les Web Service SOAP, si vous vous rappelez, il y a le WSDL. Alors, le WSDL, c'est un document XML qui permet de décrire l'interface d'un web service, notamment. C'est-à-dire les données échangées, on les décrit dans le WSDL. Mais après, par le reste et les autres, non, il n'y a pas de langage de description. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver à ce niveau-là. Donc, à l'inverse de XML et JSON, donc le contenu d'un message protobuf n'est pas lisible par l'être humain. Parce qu'en fait, le XML, JSON, c'est quelque chose que vous pouvez lire, vous pouvez voir, donc c'est du texte. Mais par contre, le protobuf, c'est des données en format binaire. C'est-à-dire, c'est optimisé pour échanger, pour que ça soit échangé entre les applications. Mais bien sûr, les personnes, les êtres humains, ne peuvent pas en fait comprendre un petit peu c'est-à-dire ce qu'il y a dans les données échangées. La capacité d'un message sérialisé en protobuf est jusqu'à 60% plus réduit que JSON. Donc vous voyez déjà, JSON c'est plus en fait compact, c'est plus léger que XML. Et encore protobuf c'est encore à peu près 60% plus réduit que JSON. Donc, ce qui fait que c'est beaucoup plus intéressant dans les applications distribuées qui ont besoin d'échanger beaucoup de données. Donc ça fait gagner beaucoup de choses. Donc protobuf, c'est un protocole qui est plus rapide à encoder, à décoder. Donc ça veut dire, parce qu'en fait dans le format de données, il y a trois choses qui sont importantes, il faut savoir. Il y a d'abord les données échangées, la capacité réduite, donc c'est-à-dire ça permet de réduire la bande passante, c'est-à-dire
c'est-à-dire vous avez une quantité de données qui est optimisée, qui est réduite, donc pour que ce soit transporté. La deuxième, c'est qu'une fois que ces données-là arrivent côté client ou bien côté serveur, il faut les lire. C'est la désérialisation. Ces données-là, on va les désérialiser pour retrouver les données dans une application Java ou bien dans une application JavaScript ou C#, etc. C'est la désérialisation. Et après, il y a la sérialisation, c'est-à-dire vous avez des objets Java ou bien des objets, par exemple C++, et que vous allez convertir en format protobuf, parce qu'en fait, les données que vous allez transporter, c'est des données au format protobuf. Donc, la sérialisation et la désérialisation, bien l'encodage et le décodage, il est plus rapide que les autres. Donc, la structure des messages et web services, notamment, et des services protobuf, sont déclarés dans un fichier généralement qui porte l'extension .proto. Donc, au même titre, si vous voulez, les fichiers .proto, c'est à peu près l'équivalent de ce que vous connaissez dans les web services basés sur SOAP, notamment le WSDL. Alors, sauf que WSDL, c'est du XML qui est basé sur les schémas XML pour décrire les données échangées entre les applications basées sur SOAP. Donc qui est utilisé dans SOAP. Et après, il y a également, c'est à peu près l'équivalent en Corba. Donc à l'époque, on utilise IDL. Interface Description Language. Donc c'est le langage de description des interfaces. Donc là, on retrouve un petit peu le format qu'on va utiliser au niveau de Proto. Donc, en fait, le fichier Proto, une fois qu'il est créé, en fait, les fichiers Proto, c'est comme c'est des contrats d'échange de données entre les applications distribuées. C'est-à-dire, vous allez créer un fichier .proto dans lequel vous allez dire, tiens, voilà les différents services que j'ai, voilà les différentes méthodes. Chaque méthode, quels sont les inputs, quels sont les outputs. Et ces inputs et ces outputs-là, il faut les décrire dans ce forme de structure. Vous dites, par exemple, un compte est défini par un code, par un solde, etc. Donc tout ça, on va le préciser dans un fichier .proto. Exactement comme on le voyait dans le WSDL. Mais une fois qu'on crée donc ce fichier .proto, c'est la partie la plus importante. Après, on va compiler. C'est-à-dire il y a un compilateur proto compiler qui va prendre, c'est-à-dire donc en fait on est dans ce sens-là. Dans un fichier .proto, qu'est-ce qu'on va faire? On va décrire quoi? On va déclarer les structures de données, c'est les données manipulées par le système distribué. Et également, on va déclarer les services. En fait, les services, c'est une interface dans laquelle vous déclarez quelles sont les méthodes qui peuvent être invoquées, quels sont les inputs et quels sont les outputs. D'ailleurs, c'est la même chose qu'on va retrouver dans le WSDL. On trouve les données manipulées, les structures de données, on trouve les méthodes du web service. Alors, donc, on a le fichier .proto. Une fois qu'on le crée, on va faire la compilation. Donc, ici, le compilateur protobuf compiler, on va l'avoir dans tous les langages. Vous voyez, donc, il y a C++, Java, Python, C#, Dart, Go, Ruby, etc. Kotlin, Objective-C, quasiment dans tous les langages. Donc, vous avez un compilateur protobuf. Donc, ce qui fait ce compilateur-là, à partir d'un fichier .proto, on va générer ce qu'on appelle un stub. On a déjà vu ce mécanisme-là dans les web services. Donc, on va générer des classes pour le langage que vous voulez utiliser. Par exemple, ici, j'ai un client Java qui va communiquer avec un serveur C++, par exemple. Donc, C++, je vais créer un service, un service si vous voulez. Et après, je vais le créer en C++ et après, je vais le consommer avec du Java. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Le même fichier .proto, on va le compiler, ça nous donne des classes ou bien ça nous donne un stub Java. C'est du code Java qui va être généré. Et la même chose côté pour le serveur, on va utiliser une compilation de protobuf C++ qui va nous donner un stub au format C++. Donc ça, c'est des codes que vous n'allez pas écrire, mais c'est des codes qui sont générés à partir de protobuf. Et à partir de là, à partir de ce code-là qui est généré, qui est le stub, on va écrire facilement un web service, un service gRPC. Et vous avez déjà les structures là, ils sont déjà implémentées à ce niveau-là. Et bien tout simplement la même chose ici.
à partir de ce stable qui est en Java, donc on va l'utiliser, c'est pour communiquer facilement avec le serveur. Donc, c'est-à-dire, l'idée principale, c'est bien ça, c'est que protocol buffer, c'est le premier fichier qui va être créé quand vous allez utiliser donc gRPC. Une fois qu'il est créé, on fait la compilation et après, par la suite, on implémente le service et on implémente les clients et qui peuvent être implémentés avec des langages différents. Alors, quand on est dans des systèmes, des architectures orientées services, par exemple, vous avez 5 entreprises qui veulent mettre en place un système d'échange de données automatisé. Bon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se mettre d'accord pour mettre en place quels sont les services qu'on va mettre en place et comment les consommer. Et pour cela, ils vont tout simplement rédiger ce fichier-là, protobuf. Donc ça, c'est le contrat. Bon, ils vont rédiger ce document dans lequel on décrit les services et les structures de données. Et à partir de là, donc chaque entreprise peut prendre ce fichier-là. Et après, moi, j'utilise Java, donc je fais la compilation Java, j'obtiens le stable Java. Et toi, tu fais du C++, tu fais la compilation du protobuf, le compilateur C++ protobuf, et tu obtiens donc des classes instables C++. Il y a un autre qui va utiliser C# et un autre qui va utiliser PHP. Et après, tout le monde, et nos applications peuvent communiquer. Alors ça, c'est pas nouveau. C'est ce qui existait dans Corba. C'est exactement ce qu'on faisait avec Corba à l'époque. Sauf qu'à l'époque de Corba, il n'y avait pas protobuf, il n'y avait pas HTTP. Donc maintenant, je peux même dire que, en fait, gRPC, c'est en quelque sorte, c'est Corba, un retour vers Corba, mais avec, voilà, donc avec un protocole de transport qui est HTTP2, et également, mais avec un format de données qui est un peu plus optimisé, qui est protobuf. Alors donc, protocol buffer a pour objectif d'abord de faire communiquer les applications distribuées de façon très performante, fournir un format de stockage qui est beaucoup plus optimisé. Donc protobuf, le format protobuf peut être utilisé dans le stockage dans des bases de données. Vous savez que dans le stockage base de données, on peut stocker les données au format XML, en format JSON, mais également on peut stocker les données au format protobuf. Si vous prenez par exemple les systèmes, les HDBD de NoSQL du Big Data, par exemple MongoDB, il utilise JSON, donc c'est le stockage des données au format JSON. On préfère beaucoup JSON par rapport à XML, mais il y a des systèmes qui vont utiliser donc le protobuf qui est encore plus optimisé que JSON. Donc c'est un peu important à savoir. Alors, donc il permet de fournir un modèle d'encodage et de décodage qui est beaucoup plus performant par rapport aux solutions existantes comme XML et JSON. Donc ça veut dire que non seulement il est réduit pour être transporté, mais également l'encodage et le décodage, donc il est plus performant, il est plus rapide à encoder et à décoder par rapport aux autres technologies. Alors, normalement, après, donc, on va voir à travers un exemple d'application, comme on a fait avec les web services, comment mettre en place, comment développer un service gRPC. Mais avant ça, peut-être, il faut, si vous voulez, on va créer rapidement un petit exemple d'application, déjà pour montrer, c'est-à-dire pour comparer JSON, XML et protocol buffer, et voir déjà en fait, la différence entre la capacité déjà de données, mais après donc on peut toujours éventuellement faire d'autres tests.